Nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, plus que jamais, le leadership des BRICS est nécessaire pour développer une voie unificatrice et positive vers la formation d'un système véritablement multipolaire de relations intergouvernementales. Les nations BRICS peuvent compter sur le soutien de nombreux États asiatiques, africains et latino-américains qui s'efforcent de mener une politique indépendante. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis se sont imposés comme la puissance dominante. C'est même elle qui va aider les Européens à se relever avec le fameux plan Marshall. Durant plusieurs décennies, les États-Unis vont s'ériger comme gendarmes du monde et intervenir militairement un peu partout sur la planète. Coups d'État, guerre, sanctions économiques, etc. en usant de tout leur pouvoir pour influencer le monde dans leurs intérêts. Puis, après plusieurs décennies de lutte contre l'URSS, le modèle américain s'impose dans le monde entier lors de la chute de l'URSS en 1991. N'ayant plus d'adversaires économiques et militaires crédibles, les États-Unis ont très vite compris qu'ils doivent tout mettre en œuvre pour maintenir leur domination. Cela se traduit par des interventions militaires ou de déstabilisation comme en Afghanistan, en Irak, en Libye ou encore en Syrie. Malgré leur acharnement à se maintenir numéro 1 mondial, des pays commencent à chercher à faire leur place dans cette mondialisation et voire même essayer de détrôner l'aigle américain. Chine, Russie ou encore Inde ne sont que quelques pays qui cherchent une place de leader. Nous vous proposons de voir au travers de cette vidéo comment l'ordre mondial change progressivement avec le lent déclin des États-Unis et la montée en puissance de grands pays comme la Russie ou la Chine. Il y a quelques semaines, s'est tenue en Bavière, en Allemagne, la réunion du G7. Ce club très fermé réunit les plus grandes puissances du monde comme les États-Unis, l'Allemagne, le Canada, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni. À quelques jours d'intervalle se tenait une visioconférence entre les membres des BRICS, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ces deux réunions qui se sont déroulées à quelques jours d'intervalle pourraient marquer le début d'un nouvel ordre mondial. Nous avons d'un côté le G7, arrogant, vieillissant et qui ne cesse d'imposer sa vision et sa moralité au monde. De l'autre côté, les BRICS, créés à partir de 2009, qui se veut être une structure ouverte et qui souhaite renverser l'hégémonie occidentale sans imposer ni dicter une politique à suivre. Les plus grandes différences que l'on remarque entre ces deux groupes sont que les pays du G7 sont très endettés et possèdent peu de matières premières. C'est la raison pour laquelle ces pays mènent des guerres néocoloniales et de pillage des ressources en Afrique ou encore au Moyen-Orient, à la différence des BRICS, qui sont que très peu endettés et regorgent de diverses matières premières. Le niveau de dépenses est tel qu'un article de Bloomberg nous révèle à propos des sanctions sur les engrais, le gouvernement américain encourage discrètement les entreprises agricoles et maritimes à acheter et à transporter davantage d'engrais russes. L'Union européenne et les États-Unis ont intégré des exemptions dans leurs restrictions sur les relations commerciales avec la Russie pour autoriser le commerce des engrais dont Moscou est un fournisseur mondial clé. À la différence du G7, les BRICS s'ouvrent sur le monde puisqu'ils s'apprêtent à accueillir de nouveaux membres comme l'Argentine, le Nigeria, le Kenya et l'Indonésie. Ce qui pourrait donner encore plus de poids aux BRICS, qui revendiquent une plus grande légitimité comparée aux pays occidentaux. Étant donné que les 5 membres des BRICS représentent 3,2 milliards de personnes, soit 42% de la population mondiale et 31% du PIB mondial. C'est ce type d'alliance non contraignant qui séduisent les puissances émergentes. Par exemple, l'Iran a manifesté un certain intérêt pour les BRICS et selon le directeur des BRICS, l'Arabie Saoudite, la Turquie et l'Égypte seraient intéressés pour intégrer l'alliance. Cependant, il est important d'apporter des nuances car la coalition est perçue par certains comme une alliance de circonstances aux intérêts disparates. Par exemple, le Brésil défend une agriculture industrielle et exportatrice alors que l'Inde soutient sa paysannerie artisanale. New Delhi et Pékin sont engagés dans une guerre commerciale qui a conduit l'Inde à imposer de nombreuses restrictions sur les exportations chinoises. Et le plus grave est que les deux pays se mènent également une guerre sournoise le long de leurs frontières communes dans l'Himalaya. Dire qu'il s'agit d'une alliance de circonstances serait réducteur, mais tant que chaque pays y trouve ses intérêts, l'alliance tiendra.
Ces dernières années, les États-Unis perdent pied un peu partout et voient leur domination mondiale perdre en puissance. L'un des cas les plus emblématiques est la débandade des Américains en Afghanistan. Le président des États-Unis, Joe Biden, se retire du pays malgré l'effondrement de l'armée régulière formée par leurs soins pendant près de 20 ans, ainsi que la prise de pouvoir éclair des talibans dans une évacuation précipitée des derniers ressortissants, rappelant fortement la chute de Saigon en 1975. Le chef d'état-major américain, Mark Milley, a reconnu un échec stratégique au sujet du retrait des troupes américaines. Il a également parlé, lors de son audition au Congrès, de guerre perdue par les États-Unis en Afghanistan. Rien que ça. Ajoutons à cela l'opinion publique américaine qui en a assez des guerres. Lors de la guerre en Irak 2003, des femmes et mères de militaires américains ont fait savoir leur mécontentement sur la mort ou traumatisme de leurs proches. Il ne reste plus qu'aux États-Unis l'arme de l'extraterritorialité du dollar pour soumettre les pays qui ne veulent pas se plier aux désirs de Washington. À l'image des avoirs afghans bloqués par les États-Unis, alors que les agences de l'ONU ont averti que 23 millions d'Afghans, soit plus de la moitié de la population du pays, seraient menacés par la famine. Cette arme des sanctions et du dollar est maintenant utilisée sur la Russie. Après avoir soutenu la candidature de l'Ukraine à l'OTAN et fait de belles promesses, les États-Unis ont fini par lâcher les Ukrainiens, les abandonnant à leur propre sort. Ne sachant plus quoi faire, l'administration américaine est allée jusqu'à déconnecter les banques russes de SWIFT, utilisant leur arme de destruction massive financière par excellence. Même si cela peut s'avérer un minimum efficace et plonger la Russie dans une récession sur le court terme, cela a surtout entaché encore un peu plus l'image des États-Unis et du dollar. En montrant jusqu'où ils sont prêts à aller pour soumettre un pays à leurs exigences, cet acharnement va dissuader tout pays qui voudra travailler avec les États-Unis ainsi qu'avec les pays du G7. Un pays possédant du dollar, tenant un discours qui ne plaît pas aux Américains, peut se voir confisquer ses réserves de dollars. Cela risque d'affaiblir la confiance et la volonté des pays de travailler avec les Américains. À cause de cet abus du dollar, et notamment envers la Russie, il était temps pour la Chine et la Russie de sécuriser leurs transactions internationales. La Russie a mis en place une messagerie interbancaire propre, le SPFS, pour ne plus dépendre du système SWIFT dominé par les États-Unis. La Chine emprunte le même chemin avec son propre système, le CIPS. La connexion entre ces systèmes chinois et russes est envisagée, de même qu'est poussé le développement d'un système commun aux BRICS. La guerre en Ukraine précipite encore un peu plus les États-Unis vers leur déclin. À cause de la guerre dont ils ont tout fait pour la provoquer, le cours du pétrole s'est envolé, ce qui met à mal le peuple américain et enrichit la Russie. Cela est tellement préoccupant qu'ils envisagent maintenant de lever une partie des sanctions contre le Venezuela et trouver un accord le plus rapidement possible avec l'Iran afin de faire baisser les prix du pétrole. Pourtant, hier encore, ces deux pays faisaient partie du camp du mal selon les critères américains. Pire encore, Biden s'est rendu en Arabie Saoudite pour rencontrer le prince héritier, Mohammed Ben Salman, afin de lui demander d'augmenter sa production de pétrole, alors que, rappelons-le, Biden avait déclaré que l'Arabie Saoudite était considérée comme un État paria après l'assassinat atroce du journaliste Khashoggi. Enfin, au niveau militaire, malgré un budget conséquent, les États-Unis sont encore à la traîne dans certains domaines de l'armement, comme les missiles hypersoniques, alors que la Russie les maîtrise depuis 2018. Et les USA ont commencé leurs premiers essais que depuis 2022. Sans parler du F-35, qui est un véritable gouffre financier avec de multiples problèmes techniques dont le fabricant Lockheed Martin peine à résoudre. Vous pouvez constater le niveau de corruption qui gangrène le lobby militaro-industriel américain. Tout cela démontre bien que les États-Unis sont en grande difficulté et qu'ils peuvent de moins en moins prétendre avoir le statut de gendarme du monde. Depuis que Poutine est arrivé au pouvoir dans les années 2000, sa préoccupation a été de développer la Russie, nouer des relations diplomatiques et commerciales et mettre au pas ses compatriotes oligarques afin de créer de l'emploi et un marché intérieur. Poutine multiplie les accords et les rapprochements diplomatiques. En 2003, il a effacé 98% de la dette de la Mongolie en échange d'accords d'exploitation sur l'uranium et divers accords commerciaux. En 2016, il a annulé la totalité de la dette algérienne à l'échange de contrats d'armement. Poutine augmente aussi l'influence de la Russie en Afrique,
Profitant du ras-le-bol des Africains envers la présence et l'ingérence française, ainsi que leur implication monétaire via le franc CFA, les Africains veulent aussi mettre fin à la France-Afrique. La Russie et la Chine sont donc de bons candidats pour remplacer la France et les Occidentaux. Lors de sa tournée en Afrique, Macron a même taclé Poutine, accusant les dirigeants africains d'hypocrisie car ils ne dénoncent pas l'agression russe en Ukraine. La Russie a su capter à son profit le rejet de l'Occident par les opinions publiques africaines, surtout après les conséquences désastreuses de l'intervention militaire de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis en Libye en 2011. Exploitant le sentiment anti-occidental qui gagne les esprits en Afrique, le Kremlin rappelle opportunément qu'il n'a pas de passé colonial et qu'il est attaché aux valeurs traditionnelles. Poutine leur propose une coopération pragmatique sans leur faire de leçons sur la démocratie ou les droits de l'homme et leur assure même sa protection à l'ONU. Dans une démarche de montrer qu'ils sont la meilleure alternative aux Occidentaux, la Russie a fourni gratuitement à l'Afrique une livraison de 25 000 tonnes d'engrais afin d'éviter une crise alimentaire. Cette politique accommodante permet à la Russie de se renforcer en Afrique. Comme nous le montre cette carte des pays ayant pris part aux sanctions, la Russie n'est pas isolée diplomatiquement, mais ce sont les Occidentaux qui s'isolent. Les 40 pays qui ont appliqué des sanctions contre la Russie représentent moins de 20% de la population mondiale. Cela montre que la majorité des pays du monde ne condamnent pas la Russie. Nous assistons à un décrochage entre l'Occident et le reste du monde et les meneurs seront la Russie et la Chine. La Chine est la deuxième puissance économique et possède la troisième plus grande armée du monde. Pour arriver à un tel résultat, il faut se rendre compte à quel point elle revient de très loin. La montée en puissance de la Chine s'explique par son industrialisation et le fait qu'elle soit devenue en l'espace de quelques décennies l'usine du monde. En 2001, la Chine entre dans l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Et aujourd'hui, c'est l'organisation où la Chine exerce le plus son influence. Pour construire son économie, la Chine a déplacé 20 millions de personnes par an des campagnes vers les villes pendant près de 20 ans, soit au total près de 500 millions de personnes. Cette migration de masse des campagnes vers les grandes villes a permis le développement rapide de la Chine avec une croissance moyenne de 6,5% par an. La Chine s'étend même dans le monde avec une présence de plus en plus importante en Afrique, au point même d'y remplacer les Occidentaux par les investissements, les prêts, construction d'infrastructures, immigration de Chinois, exportation massive de produits made in China ou encore exploitation des métaux rares. Il n'y a pas que l'Afrique qui intéresse la Chine. Depuis la débandade américaine en Afghanistan, la Chine tente d'obtenir des contrats sur l'exploitation minière en Afghanistan, notamment pour le cuivre et le lithium qui sont les matières premières essentielles pour la transition énergétique, mais pas seulement. Cela va aussi permettre à la Chine de contrôler encore plus les métaux précieux, ce qui pourrait leur servir comme moyen de pression en cas de futur chantage ou de sanctions économiques des États-Unis. Ajoutons à cela que la Chine aimerait bien unifier son territoire en récupérant l'île de Taïwan et faire d'une pierre deux coups en s'accaparant la technologie des semi-conducteurs du fabricant taïwanais TSMC. Si vous souhaitez tout savoir sur la potentielle troisième guerre mondiale qui peut se passer entre la Chine et Taïwan et les États-Unis, nous avons réalisé une vidéo complète que vous trouverez en fiche en haut à droite de votre écran. Enfin, concernant la guerre en Ukraine, le président chinois Xi Jinping s'est opposé aux sanctions contre la Russie. Les sanctions imposées par les Occidentaux à la Russie leur reviendront comme un boomerang. Il n'est jamais bon de politiser, d'instrumentaliser ni d'armer l'économie mondiale. Profiter d'un statut de dominant pour mettre en place des sanctions de manière délibérée ne peut que nuire à ses propres intérêts et à ceux des autres, et infliger des souffrances aux populations du monde entier. D'ailleurs, ces sanctions sont une aubaine pour la Chine car cela lui permet d'acheter du pétrole 30% moins cher et du gaz moins cher également. La Chine produit avec une énergie qui ne lui coûte pas grand-chose, contrairement aux pays occidentaux qui payent leurs matières premières au prix le plus élevé du marché. Ces sanctions incitent aussi la Russie, la Chine ainsi que leurs partenaires commerciaux à effectuer leurs transactions en yuan ou en rouble et ainsi à se détourner progressivement du dollar.
D'ailleurs, les sanctions occidentales ont poussé la Russie dans les bras de la Chine, ce qui veut dire de nouveaux débouchés et surtout le bannissement progressif du pétrodollar en faveur d'un pétro-yuan. Les Chinois et les Russes travaillent déjà depuis un moment sur un yuan convertible en or, ce qui pourrait réellement faire concurrence à l'hégémonie du dollar. Depuis le début des années 1990, nous vivons dans ce que l'on appelle un monde unipolaire où les États-Unis ont usé et abusé d'une puissance militaire et économique inégalée. Pour conserver ce monopole, les États-Unis ont dû rester militairement engagés dans le monde entier afin de discipliner ceux qui défient leur hégémonie. Les États-Unis ont pris l'habitude d'intervenir et de façonner le développement politique et économique des pays qui ont montré des signes de déviance par rapport au modèle unipolaire. Malgré ça, ces dernières années, les États-Unis connaissent une phase de déclin progressif. Avec l'émergence de la Chine qui la talonne économiquement, Washington a de plus en plus de mal à jouer son rôle de gendarme du monde autoproclamé. C'est sans compter que la guerre en Ukraine a accentué les limites des Américains au bénéfice de la Russie, de l'Inde et de la Chine. Nous assistons à la naissance d'un monde multipolaire où progressivement les États-Unis vont devoir partager le monde avec d'autres pays. En guise de conclusion, nous souhaiterions vous proposer une réflexion. La plus grande arme des États-Unis est économique. Elle soumet un pays en le coupant par exemple de SWIFT avec le dollar. Si nous abandonnons la monnaie fiduciaire telle que le dollar, l'euro, le rouble, etc. et que nous adoptons une crypto-monnaie décentralisée du type Bitcoin, est-ce que le monde économique ne serait pas meilleur ? Il est de notoriété publique que le commerce amène paix et prospérité. Si tout le monde fait du commerce avec une monnaie que personne ne peut manipuler ou utiliser à sa guise pour menacer d'autres nations, ne trouvez-vous pas que cela serait mieux pour tout le monde ? Si cette réflexion vous intéresse, donnez-nous votre avis en commentaire, nous serions ravis d'en débattre avec vous. Donnez-nous également votre avis sur le nouvel ordre mondial tel qu'on vous l'a décrit dans la vidéo. Merci à vous d'avoir regardé notre vidéo. Si elle vous a plu, mettez-lui un pouce bleu, ça montrera votre soutien et ça motivera à vous faire d'autres vidéos. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement via la fonction merci. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux Instagram et TikTok. Et si vous voulez plus de contenu, appuyez sur l'une des deux vidéos qui s'affichent sur votre écran. À bientôt!